Retour sur notre plateau, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce printemps de l'orientation. Une nouvelle émission où nous allons aborder le fait de se connaître et se faire connaître pour mieux s'orienter. Et pour ce faire, nous accueillons sur le plateau Chantal Bergeron, documentaliste et professeure de suivi en terminale. Bonjour Chantal. Bonjour. À côté de vous, Catherine Fay, psychologue de l'éducation nationale à Rochefort. Bonjour. Et à côté, Fabienne Carato, documentaliste également et professeure de suivi en terminale. Bonjour. Et de ton côté, Damien? Damien, non, mais Damien est là, mais il y a Brigitte également, le gentilhomme. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Vous avez posé votre ordinateur cette fois? Oui, exactement. Donc, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'UNICEF. Alors, on va préciser, parce qu'on vous a vu tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, on a commencé ce matin l'émission vers 5 h du matin, on va finir vers minuit. Donc, on a pas mal de choses encore à se raconter et à apprendre surtout et à communiquer à tous les jeunes qui nous regardent en direct. Exactement. Alors, Catherine Fay, justement, on souhaitait débuter pour parler de l'orientation contextualisée. Quels sont les enjeux finalement lorsqu'on est en seconde ? Oui, alors après la seconde, est-ce qu'il y a une vie après la seconde? D'abord, il faut rappeler simplement que la seconde, c'est vraiment une année d'orientation. La troisième, c'est une année d'orientation, mais la seconde également. Et ne pas oublier que c'est après la seconde qu'on entre dans le bac qu'on a choisi. Donc en seconde, on choisit son baccalauréat. Quel baccalauréat on a? Eh bien, tout l'ensemble des bacs technologiques qui sont souvent pas très connus, pas très identifiés, comme par exemple le bac STL, STI 2D. C'est des bacs qui ressemblent un peu au bac général, ils ont même le même tronc commun, c'est pas du professionnel du tout, mais ils sont plus spécialisés. Et souvent, on oublie d'y penser, ils offrent beaucoup de débouchés et ça vaut le coup de s'y intéresser. En général, enfin la plupart des élèves de seconde générale et technologique, c'est le nom de la seconde, choisissent le bac général. Et là, grande nouveauté, on peut dire, en tout cas c'est la deuxième année, il s'agit de choisir ses spécialités. Et ça pose souci à pas mal d'élèves, mais aussi à leurs parents. Alors, des soucis, quelquefois de l'anxiété, on se sent perdu. Comment faire pour choisir mes enseignements de spécialité? On leur demande de choisir 3 spécialités, mais le but du jeu, c'est d'en avoir que 2 qui vont prendre un poids important lorsqu'on passe son bac, puisque ça compte pour un tiers de la note finale, donc c'est pas rien. Et beaucoup d'élèves se sentent comme ça un petit peu perdus. Alors d'abord, quand il y a trop de stress, il faut vraiment apaiser ça. Apaiser en disant que ce nouveau bac où on choisit un peu son menu, finalement, c'est un plus de liberté. Avant, on avait 3 bacs généraux possibles, il y avait une certaine lisibilité, on était habitué, on se sentait moins perdu par rapport à ça. Aussi, on se disait peut-être qu'il y avait un meilleur bac, un moins bon, donc ça aidait quand à choisir, moi je veux le meilleur des bacs, voilà. Tandis que là, dans une liste de 13 spécialités, on doit en choisir pour en avoir que 2 au moment où on passera son bac. Alors, et avec des combinaisons qui peuvent être originales, contrairement à avant. On pourrait imaginer qu'on prend art et mathématiques, cinéma audiovisuel et physique, des choses ou littérature, humanité et sciences économiques, des choses des alliages qui paraissaient pas forcément naturels. Alors ça d'abord, c'est un plus de liberté, ça veut dire que le jeune aujourd'hui, l'élève, il est appelé à définir son profil, donc ça c'est plutôt un plus, et aussi pour apaiser le stress, quand il y a du stress, il faut rappeler que la grande majorité des filières post-bac sont accessibles, quelles que soient les spécialités qu'on aura pris. Parce que souvent, les parents de nos élèves de seconde ou les élèves de seconde ont dit mais on doit déjà choisir ses études, choisir son parcours, choisir ce qu'on va faire après, choisir son métier. Ça paraît être très tôt. Ça paraît trop tôt. Alors que avant on choisissait aussi son bac, donc il y avait aussi des portes qui s'ouvraient et des portes qui se fermaient. Donc pensons d'abord à ça. Alors le meilleur conseil, si ce que je viens de vous dire est acquis, le meilleur conseil, ça serait de choisir des spécialités dans lesquelles on réussit, dans lesquelles on est performant. Et là, on a une assurance d'avoir son bac. J'ajouterais même peut-être des spécialités dans lesquelles on a du plaisir. Et peut-être, vas-y, ouais. Finalement, quelles sont les questions à se poser quand on doit choisir ces spécialités-là? De manière très terre-à-terre, c'est là où je réussis. Voilà. Mais d'une manière peut-être plus nouvelle, c'est est-ce que j'ai du plaisir à apprendre, à comprendre? Je crois que l'école, comme elle évolue,
au lycée pour ce bac général, mais aussi dans l'enseignement supérieur, c'est beaucoup de choix, des parcours personnels, une pluridisciplinarité qui correspond aux besoins de l'économie, cette pluridisciplinarité. Et du coup, je crois qu'il faut réinterroger quelque chose que les élèves n'ont pas l'habitude, parce que les élèves, ils ont l'impression que c'est contraint, c'est le programme, c'est les matières, et ils n'ont pas cette habitude-là, mais interrogeons. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui correspond à mon désir d'apprendre, de comprendre? Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut interroger. Et, vas-y. Ouais. Damien, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de communiquer, nous, un petit peu de manière régulière, alors que ce soit à travers les apprentissages ou à travers les métiers. Et on se dit chaque fois que quand on est passionné ou quand on aime ce qu'on fait, et c'est bizarre, on a l'impression de moins travailler. Est-ce que c'est ça, en fait, le conseil, Catherine, que tu es en train de donner, y compris quand on est en seconde, pour faire le choix de ses spécialités? Oui, c'est un conseil comme ça. C'est revenir à qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie. Parce que je crois que quand on entre en cours d'anglais, on a peut-être plus de plaisir que quand on entre en cours de physique ou inversement. Et ça, il faut savoir l'écouter parce que ça veut dire qu'il y a des savoirs qui résonnent mieux, qui font plus vibrer, qui ont plus de sens pour la personne. Et ça vaut le coup de réfléchir un petit peu à ça. Mais alors, globalement, mon conseil, si on est trop stressé, c'est choisissez les matières que vous aimez, où vous réussissez, et vous aurez votre bac, parce que ça compte beaucoup, ces deux matières. Elles vont être très, très approfondies. Nos 2 spécialités, c'est 6 heures par semaine, donc c'est très, très approfondi. Et le tiers de la note du bac, donc ça compte beaucoup. Et puis, quelles que soient ces matières-là, il y aura un grand champ de possibilités. Mais je vais nuancer après. Mais à propos de ce grand champ de possibilités qu'on a, quelles que soient nos matières ou avec les matières qu'on a choisies comme spécialité, il faut savoir qu'on a fait des enquêtes, par exemple, sur les choix du post-bac. On se rend compte que la majorité des élèves, à l'heure de la terminale, dans les pays européens, ils choisissent souvent des études qui sont cohérentes avec là où ils sont à l'aise. Et puis... quelle que soit la filière d'enseignement supérieur que vous avez choisie, il y a un grand nombre de métiers. Même si vous allez en droit, il n'y a pas qu'avocat derrière. Il y a conseiller juridique, avocat fiscaliste, il y a un responsable juridique dans une association qui défendra les syndicats. Il y a toujours moyen de trouver, selon ses plaisirs, sa personnalité, un métier dans quelque filière que ce soit. Et on peut, au fur et à mesure qu'on avance, les universités sont là pour ça, saisir, comprendre tout l'univers des métiers. Alors ça c'est vrai, on pourrait dire voilà, choisissez vos matières là où vous êtes bon et là où vous avez du plaisir, mais ça suffit pas toujours. Pourquoi ça suffit pas? Parce que le bac général avec nos 2 spécialités à choisir, il a quand même été conçu pour bien nous préparer à l'enseignement sup. Et les spécialités si approfondies, comme je vous le disais, elles préparent bien à l'enseignement supérieur. Donc ça serait l'idéal. Si on a une concordance à l'heure où l'on a son baccalauréat et qu'on va s'envoler vers les études supérieures, s'il y a une concordance entre les disciplines que l'on a prises, les spécialités que l'on a prises et les filières dans lesquelles on va s'engager. Ça serait l'idéal, parce que là, on aura un bon bagage, on est bien préparé. Du coup, le 2e conseil, ça serait commencer à investiguer un peu, explorer l'enseignement supérieur. Pour l'élève de seconde, c'est une grosse nébuleuse, mais en vérité, c'est très structuré. C'est facile à comprendre comment tout ça s'organise. Du coup, c'est utile en seconde. On a encore le temps, mais à la fois, on est dispo en seconde. On est dispo, donc c'est peut-être le bon moment. Et tant que j'y suis, explorer aussi l'univers des métiers, parce que l'élève de seconde, il a mûri par rapport à il y a quelques mois où il était un petit minot de 3e. Il a avancé, il a mûri, il n'a pas le même rapport au savoir, et je crois qu'il est en mesure, avec plus d'esprit d'analyse, de découvrir ça, les métiers. Les métiers, ça ne veut pas dire je veux savoir là maintenant quel est le métier que je vais faire. Non, c'est découvrir des champs professionnels, des styles de métiers. Donc ça aussi, je crois que la classe de seconde, c'est vraiment bien. Et on pourrait dire, en seconde, on a le temps, on explore les métiers, l'enseignement supérieur. En première, c'est plus précis. On va visiter les universités, on va faire une immersion dans un BUT, dans une école. Et là, on se rendra compte de plein de choses. En terminale, un calendrier ultra serré, c'est la stratégie, c'est les vœux, c'est voilà.
Du coup, je trouve que la seconde et le printemps, pourquoi pas, c'est le moment idéal pour se poser. Donc découvrir un petit peu, découvrir l'enseignement sup, comment c'est structuré, quelques jalons, ouvrir un peu le voile sur des univers métiers et troisième pôle de tout ça, se connaître. Donc là, grand mystère, hein, un jeune. Est-ce que c'est mystérieux ou pas? Je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai on va revenir sur ce concept de se connaître. Je voudrais poser une question à Brigitte Le Gentilhomme sur cette quête d'idéal, finalement, dont parle Catherine. C'est vrai qu'il y a des armes, il y a des outils de l'ONICEP qui permettent justement, peut-être pas d'atteindre forcément l'idéal à 1000%, mais enfin au moins d'affiner un petit peu. Oui. Il est vrai que l'orientation au lycée, ça peut déboussoler les jeunes pour 2 raisons majeures. C'est que d'une part, c'est vrai qu'il y a la réforme du lycée, il y a le choix des enseignements de spécialité, donc il y a une certaine pression aussi pas seulement sur les élèves, mais aussi sur les familles. Et puis aussi parce que l'information, elle est foisonnante. Elle est tellement importante que finalement, les jeunes se sentent noyés. Ils ne savent pas du tout par quel bout prendre l'orientation. Et souvent, ils nous demandent, mais à quoi on peut se fier? À nos notes, à nos potes ou à nos rêves? Et donc finalement... À nos parents, parfois. Et à nos parents. Et donc, c'est vrai que peut-être leur dire que la meilleure boussole, c'est le jeune lui-même. C'est vraiment, il est son propre allié. Et pour ça, c'est vrai que l'ONICEP propose en fait des repères pour pouvoir justement dire aux jeunes, tu es ta propre boussole et finalement, c'est toi qui vas tracer aussi tes chemins, tes routes. Et pour ça, il faut se poser, il faut savoir regarder un petit peu à l'intérieur de soi pour s'ouvrir vers l'extérieur. Parce qu'en fait, il faut bien imaginer qu'il est impossible de passer un à un en revue les milliers de métiers ou les 17 000 formations. Il faudrait une seconde vie pour ça. C'est mission impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir un petit peu se poser, se regarder à l'intérieur de soi, être à l'écoute un petit peu de ses vibrations, de ses envies, pour pouvoir dégager des critères. Et ces critères-là, ils vont permettre justement une exploration plus orientée. Et à l'ONICEP, donc, on a développé un kit Printemps de l'orientation, où justement, on propose non pas de l'information, mais des activités, des situations, des ateliers qui vont permettre aux jeunes d'explorer un petit peu leur centre d'intérêt, leurs traits de personnalité, les mettre un petit peu à nul, essayer de faire des correspondances justement avec les secteurs professionnels. Et tout ça, ça va amener le jeune justement à prendre confiance en lui parce qu'il va pouvoir commencer à structurer sa recherche. Quand vous dites kit, techniquement, c'est quoi? C'est sur un site internet? C'est quoi? C'est un document papier? C'est quoi? Non, le kit du Printemps de l'orientation, donc c'est une application numérique et qui est dédiée aux élèves. Et donc, les élèves peuvent naviguer sur des outils de connaissance de soi. Donc, on a conçu les outils en autonomie pour que le jeune puisse, le seul ou avec sa famille, ou alors accompagner des professeurs, mais s'il le souhaite, seul, donc réaliser des activités. Je vous prends un exemple. Par exemple, plutôt que de dire, tiens, un jeune s'intéresse au droit, on va lui dire, tiens, regarde, lis un petit peu l'affiche. Non, on va créer une situation d'apprentissage pédagogique. C'est-à-dire qu'on va peut-être lui présenter un litige, par exemple, d'usurpation d'identité d'un compte Facebook. Et il va devoir identifier, en fait, les causes du litige, il va devoir faire des recherches, et donc, il va se familiariser avec la démarche du droit, avec le vocabulaire, etc. Et là, il va voir, ça va rentrer en résonance ou pas avec ce qu'il a envie. Et sur les filières en tension, on a quand même pas mal, donc que ce soit le sport, que ce soit le droit, on a pas mal d'activités qui vont lui permettre justement de se dire, mais d'identifier en fait des préférences, de déterminer des préférences. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir explorer des voies d'orientation. Ça veut dire, Brigitte, en fait, que vous avez conçu à l'ONICEP
une gamme d'outillages qui va du quiz personnel au centre d'intérêt et à des mises en situation. En fait, c'est ce que vous expliquez, où du coup, ça va permettre aux jeunes de pouvoir arriver un petit peu à trouver les repères et les guides qui permettent de se dire en fait, ce secteur d'activité-là m'intéresse. Et du coup, derrière ça, il y a les enseignements de spécialité et peut-être un cheminement à explorer pour aller vers le diplôme ou vers l'emploi et le métier qui va. C'est un petit peu comme ça que je dois entendre les choses. Alors, il y a les activités, les ateliers conçus pour les élèves. Il y en a une 50aine, mais il y a quand même 200 ressources pédagogiques conçues pour les équipes éducatives, pour les enseignants, pour animer donc des séances en classe en suivant la progression, et donc qui portent sur 3 axes majeurs. Donc, la connaissance de soi, la découverte des formations et l'exploration des secteurs et du milieu professionnel. Et l'essentiel, c'est quand même d'activer une culture métier, de l'enclencher. Parce qu'après, c'est vrai que quand on a pris l'habitude un petit peu de décrypter, par exemple, d'interviewer un professionnel, on sait comment le faire. On va l'interroger sur la nature de ses activités, sur les voies d'accès, ses missions principales. On va lui poser la question, par exemple, oui, mais si on est informaticien dans une grosse boîte et dans une toute petite boîte, est-ce qu'on fait les mêmes activités? Eh bien non, il y a de la polyvalence plus insistante dans une petite boîte. Donc on va l'amener à se questionner, c'est ce que je disais ce matin. Si on va produire des situations pour faire en sorte que l'élève se questionne. Et c'est comme ça qu'il va aller chercher les réponses. Ça va créer de l'engagement, ça va le mobiliser donc sur une recherche structurée documentaire. Et ensuite, on l'invite vraiment à rencontrer des professionnels, à discuter avec des étudiants, à plonger dans le vécu des étudiants pour se rendre compte que justement, peut-être que ces représentations ne sont pas tout à fait ajustées à la réalité, à rencontrer des professionnels justement pour pouvoir comprendre un petit peu comment le métier se vit et suivant le territoire, aussi l'ancrage dans le territoire, ça va approcher des notions comme les métiers en tension, les métiers émergents, les nouveaux métiers. Et donc, on va le faire réfléchir, mais uniquement par des mises en situation. Justement, vous parliez, Brigitte, des personnes ressources de l'établissement. Nous avons avec nous Chantal et Fabienne, qui sont justement documentalistes. Comment ça se passe, documentalistes et professeurs de suivi en terminale, comment se passe justement ce lien entre les outils qui sont mis à disposition et les élèves sur leur orientation ? Bonjour, donc oui, comment ça se passe? D'abord, nous, on a une énorme chance, c'est qu'on a notre conseillère d'orientation, notre psy-EN, au cœur du CDI. Donc c'est quelqu'un avec qui on peut fonctionner très régulièrement. Elle a 1 journée et demie de présence dans notre lycée, donc elle a énormément de rendez-vous, mais on se prévoit toujours des temps de travail ensemble, notamment pour la fameuse préparation de ce printemps de l'orientation, mais pas seulement, pour les 3 niveaux, pour aborder tout un tas de thématiques autour de l'orientation et de suivi des élèves. Alors cette année, nous ne sommes pas, en tout cas, je ne suis pas professeure de suivi en terminale. Je l'ai été les 3 années précédentes. Mais ça nous a quand même permis d'aborder pendant 3 ans Parcoursup et puis de voir un petit peu, d'aborder, on continue toujours à apporter notre aide aux élèves qui sont en demande évidemment autour de cet outil, quoi. Cette année, donc, on met un peu plus l'accent sur les élèves de seconde en tant que professeur documentaliste dans notre lycée, et on va évidemment proposer des séances avec avec en trinôme, avec le professeur principal et la psy-EN. Et c'est très important. Pour moi, la connaissance de soi, démarrer dès le départ en seconde, c'est important. Ça permet d'acquérir, comme Catherine l'a dit, de la confiance en soi. C'est important, la confiance en soi dans tous les domaines de la vie scolaire. La vie scolaire, surtout dans les disciplines, au cœur au sein de la classe, au sein du groupe aussi, comment je fonctionne avec les autres camarades. Et puis ça permet aussi de commencer une première réflexion donc sur le choix de mes spécialités. Ça va être de commencer ma réflexion sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, donc de commencer à énoncer un peu son projet de vie professionnel.
C'est vrai, Catherine l'a déjà signalé, on sort de la 3e, il y a déjà eu une phase d'orientation. On se dit en seconde, on va souffler un petit peu, le bac c'est dans 3 ans. Oh là là, et dès le début de l'année, le prof principal qui commence, voilà, telle date, il faudra avoir rendu telle feuille, les fiches de vœux et tout. Ça peut être un petit peu anxiogène. Et en fait, je trouve que justement, le fait que ce soit planifié sur 3 ans, ça dédramatise un peu tout ça. Hein. Donc on va plutôt œuvrer sur... questionner l'élève, se faire questionner l'élève sur ce qui fonctionne pas dans sa vie d'élève de seconde. Essayer d'énumérer, si c'est possible, ses centres d'intérêt. Faire en gros une sorte d'analyse de ses pratiques, à la fois dans sa vie scolaire et extrascolaire, et dégager, comme Catherine a bien insisté là-dessus, et moi je trouve que c'est essentiel, cette notion de plaisir. Et encore ce matin sur France Inter, il y avait un intervenant, ou hier soir, qui en parlait, le plaisir dans le travail, et ça décuple les possibilités, quoi, vraiment. Et donc de dégager les situations de vie où on est le plus à l'aise, où on se sent le plus heureux. Et je crois qu'il faut œuvrer autour de ça. Chantal, dans l'établissement dans lequel vous êtes, alors déjà, peut-être pour les personnes, professeurs documentalistes, nous on parle de documentaliste, mais vous utilisez professeur documentaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est ce que vous faites? Voilà, ça je pense que c'est important. Et deuxième chose, dans l'établissement dans lequel vous êtes, vous mettez en place des séquences particulières, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en donner une, par exemple, qui permet à un moment donné d'explorer les choses pour les gamins directement? Ben, en fait, professeur documentaliste, le CAPES Documentation a été créé dans les débuts des années 90. Et donc on a donc un statut de professeur documentaliste. Alors évidemment c'est un petit peu perturbant par rapport à un professeur d'anglais où il y a un programme, on sait voilà c'est quelqu'un qui va nous apprendre l'anglais. Nous on n'apprend pas la documentation, c'est pas ça. Hein. Mais on va travailler, on va œuvrer toute l'année autour de projets pédagogiques pour faire que l'élève soit à l'aise avec une ressource documentaire, qui puisse en sélectionner l'information pertinente dans son travail et qui puisse produire du document. Donc en fait, en gros, on va former les élèves à la recherche documentaire, à la sélection d'informations, éducation aux médias. On travaille aussi, on a une mission sur l'ouverture autour de l'écriture, la littérature, donc beaucoup de prix littéraires, beaucoup de prix d'écriture. Et puis on a donc tout un volet aussi autour de l'orientation. Former un citoyen, en fait, on est quand même c'est au cœur de notre mission. Alors, on va proposer 2 séances à nos élèves de seconde, toutes les classes de seconde, il y en a 9 dans le lycée, autour de la connaissance de soi. Dans un premier temps, on a fait un point avec le proviseur, les professeurs principaux, pour savoir un petit peu ce qui avait été mené dans les classes, parce qu'on ne voulait pas évidemment reprendre quelque chose qui aurait été fait de façon un peu plus ponctuelle par un professeur principal. Donc en général, ils ont tous mené des entretiens personnalisés. On avait fait des séances déjà d'outils, des découvertes des outils de l'ONICEP, travailler autour des quiz qui sont proposés sur le site de l'ONICEP. Et donc pour prolonger ce travail, on va proposer 2 séances. Une qui va permettre aux élèves par petits groupes de 10 de faire le point un petit peu sur son paysage intérieur. Alors ça peut paraître un peu pompeux cette expression, moi je l'aime bien. Son jardin intérieur, quoi. Parce que d'abord l'idée de jardin, c'est ça fait penser à ce que je vais semer, ce que je vais planter, puis je vais y mettre beaucoup de patience, beaucoup de cœur, du plaisir, et puis je vais voir petit à petit les choses un peu prendre forme. Et puis c'est un petit côté apaisant aussi. Et comme les collègues l'ont bien dit, il faut apaiser tout ce climat autour de l'orientation et le rendre un peu moins anxiogène. Donc les séances, elles vont porter sur des infographies très simples où on va amener l'élève à prendre position sur un thème ou plusieurs thèmes de façon à ce que, à engager l'échange avec le groupe. On veut avant tout qu'il y ait des échanges qui se mettent en place. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est apprendre à se connaître à travers un temps d'échange ludique. Ça va être aussi libérer la parole des participants et puis développer l'écoute et l'empathie et respecter la position de tous. Et donc, à partir de ces infographies, alors, il y en a une première, ça je crois que ça s'appelle le mur d'humeur, je ne sais pas si on l'a ici en visuel, qui va permettre à l'élève, voilà, celle de gauche, le mur d'humeur, qui va permettre à l'élève de choisir la posture
tel qu'il se voit au moment où on lui pose la question, ce qui va lui permettre de s'exprimer sur le choix de cette posture. Et deuxième question, comment tu te vois dans 10 ans ? Donc deuxième posture à choisir. Pourquoi ça a changé ? Alors on la voit pas bien ici. Pourquoi ça a changé ? Et explique-nous ce qui motive en fait ce choix de posture. Et un deuxième atelier qui peut être proposé, c'est Crash ta Valda. Moi j'aime bien Crash ta Valda. Ça fait un peu de publicité quand même pour. Oui, mais bon, ça reprend un peu une expression populaire. Bon allez vas-y, crash là ta Valda. Et c'est ça en fait. Aussi bien pour la posture. On est sur une chose positive ou pas, on verra selon ce que les élèves vont nous donner. Mais Crash ta Valda, on attend quelque chose qui met l'élève un petit peu hors de lui, quoi, qui va lui permettre de. C'est de l'ordre de l'engagement, quoi. Voilà. C'est plus ça qu'on attend. Quelque chose de viscéral, voilà. Un peu de viscéral. Il va aller positionner son post-it sur l'arbre à Valda, avec sa Valda. Et c'est un autre élève qui va venir chercher la Valda et qui va dire moi je suis d'accord ou pas d'accord, mais voilà ce que je te propose comme solution. Ce qui va permettre éventuellement de dégager des qualités, des défauts, des positionnements de l'élève. Ça leur apporte du vocabulaire. Et voilà. Donc et on va essayer d'exploiter ça comme ça. Ces étapes-là sont avec plusieurs petits groupes d'élèves du coup. Oui, on est obligé, parce que si on veut développer les échanges, on ne pourra pas. En groupe de 32, 35, c'est absolument impossible. D'accord. D'où le trinôme, prof principal, prof doc, psy-EN. Et juste une question, tout le monde joue le jeu, parce que parfois en seconde on en reviendra, mais ce sont aussi des jeunes qui sont effectivement dans le jardin, mais aussi ils sont un peu dans la construction, et c'est peut-être pas forcément évident de s'exprimer, de donner justement, de cracher nos Valdas. Ouais. On va voir. On est toujours dans l'expérimentation de toute façon, parce qu'effectivement, rien ne dit qu'on ne va pas tomber pour quelques-uns sur un non, j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai pas envie de dévoiler. Ça, moi, je peux le comprendre aussi un petit peu, parce que quelquefois, ça peut paraître un peu comme une intrusion quand on pose ce genre de questions. Mais qu'est-ce que tu ressens, toi, au fond de toi ? Dans quelle situation tu es le plus heureux, tu es le plus à l'aise, ou au contraire, qu'est-ce que tu vis mal ? J'entends la réponse de l'élève quand il dit j'ai pas envie de vous le dire, ou j'arrive pas à l'exprimer tout simplement. Et là, ça bloque le processus alors ce qu'on attend, c'est pas forcément une réponse dans la minute qui va suivre avec l'élève, mais comme. C'est une réflexion déjà. Voilà, c'est tiens, elle m'a posé cette question, l'élève, mon copain, il a réagi comme ça, les 10 autres aussi, c'est peut-être moi qui suis finalement pas dans la bonne démarche, quoi. Qu'est-ce que je vais changer pour. Est-ce que justement dans ces exercices-là, vous avez le sentiment que les élèves se détachent peut-être des environnements familiaux, amicaux qui peuvent leur mettre une pression par rapport aux orientations ? J'ai l'impression qu'en fonctionnement, en tout cas en petits groupes comme ça, oui, ils se détachent un peu plus. On a l'occasion de le tester pour d'autres séquences pédagogiques et c'est pas mal quand même. Voilà. Après, il y aura une deuxième séance qui va permettre d'exploiter ces éléments et qui sera une séance de speed dating. Où là, l'élève devra avoir fait la synthèse un petit peu de plusieurs choses. Il aura pu aussi télécharger l'appli des Printemps de l'orientation, fait de l'exploration par lui-même, avec ses parents, rencontrer des gens. Et donc, l'objectif, c'est que là, il puisse très rapidement, sur cette séance de speed dating, se présenter à un de ses pairs en expliquant un peu où il en est à ce moment-là, au mois de mars 2021, où il en est et comment il se décrit, en fait. Voilà. Question ça sera une première, première Fabienne. Pour Fabienne, moi j'entends beaucoup, mais c'est bien, c'est la notion de plaisir. Mais la notion de plaisir est souvent aussi teintée avec le côté travail, parce que on n'est pas non plus dans un centre de loisirs, on est aussi dans un centre d'apprentissage avec, on va dire, un grand A. Est-ce que tout ça est finalement pour le jeune, ou pour vous, c'est compliqué de mettre tout ça en parallèle, plaisir certes, mais aussi derrière il faut aussi un cadre, des résultats. Alors nous, l'avantage, c'est que quand on intervient en orientation, c'est que c'est pas noté. Donc déjà, ça enlève un poids. Ensuite, comme on n'est pas disciplinaire, on est deux professeurs qui ne sommes pas disciplinaires, on a l'opportunité de pouvoir de permettre à l'élève de découvrir plein de choses. Ensuite, vous parlez de plaisir. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'il faut être à l'écoute. Et toujours être actif dans l'écoute, être curieux. Et ça va aussi avec l'idée de plaisir.
Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui a du plaisir dans son travail, par exemple, il va vous le présenter de telle façon que vous allez avoir plaisir à l'écouter. Et du coup, ça va permettre ce que nous on appelle des déclics pour certains élèves et trouver peut-être une voie ou un projet professionnel qui va peut-être une amorce de projet professionnel. Et est-ce que vous avez, Fabienne, des moyens, des outils, je ne sais pas, que vous mettez en œuvre pour découvrir un peu le monde professionnel, enfin ce type de choses-là dans votre établissement ? Alors nous, au niveau du monde professionnel, ça se fait de plein de façons différentes au niveau de notre lycée, mais c'est valable dans beaucoup de lycées. Donc il y a tout d'abord les entretiens personnalisés qui ont lieu souvent avec les professeurs principaux ou les psy-EN, avec ou sans les parents. Donc ça, c'est une première chose. Ça peut être en utilisant un casque de réalité virtuelle, ce qui a été le cas chez nous. Donc par contre, ça, c'est individuel parce que ça a un coût. Donc ils ont pu explorer, par exemple, le métier de grutier. C'était très impressionnant. Ça peut être des séances de suivi avec des professeurs principaux, où on fait un point sur se connaître, justement, par exemple, trouver ses qualités, les différencier des compétences. Et ça, c'est très compliqué pour les élèves, mais peut-être aussi pour nous. Donc, on essaye en seconde de différencier les qualités, les compétences, d'essayer de les mettre à jour, et pour arriver en terminale à un premier CV. Ensuite, on a comme possibilité, alors on utilise aussi sur les métiers de l'ONICEP, on utilise les Serious Games, par exemple, pour découvrir des métiers. Et puis, on a aussi des événements qui peuvent être organisés par le lycée ou par la ville. Donc, par exemple, par le lycée, chez nous, il y a les 100 000 entrepreneurs. Donc, il s'agit d'entretiens avec un professionnel qui propose son parcours et qui nous présente son entreprise. Donc ça c'est une chose. Après, dans notre ville à Châtellerault, le 4 propose des mercredis après-midi des ateliers sous forme de thématiques. Donc c'est une autre possibilité. Enfin, il ne faut jamais négliger les stages d'observation. Alors le premier qui est fait en général, si on n'est pas en période pandémique, c'est en 3e. Mais il ne faut pas hésiter en seconde à découvrir des métiers ou à approfondir la connaissance d'un métier. Et c'est très important de plonger dans ce milieu. Ça, on l'a évoqué ce matin avec les jeunes, l'ont beaucoup avec les mini-stages de découverte en seconde générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vraiment quelque chose, les unes et les autres, qui est fort apprécié des jeunes qui se posent des questions à un moment donné pour aller observer tel métier ou telle filière. Comment est-ce que les choses se passent de ce point de vue-là ? Alors la recherche, c'est souvent le jeune qui va faire les démarches. Après, ça peut se faire en période scolaire ou extrascolaire. Mais là, je vais laisser la parole à mes collègues. Catherine ? Oui, donc en période scolaire. L'élève de seconde, quelquefois, il est libéré vers la fin de l'année pendant que les autres passent les examens. Donc là, la période, c'est idéal pour faire un stage de son choix et découvrir comme ça des métiers, des environnements. L'établissement peut conventionner. Il est bien évident qu'à chaque fois, on a une convention. On nous demande c'est quoi une convention. Le jeune, un mineur, ne peut pas comme ça aller dans une entreprise. Ça ne se fait pas. Donc ça légalise, ça officialise et ça donne l'assurance. Pendant le temps de vacances scolaires, il faut savoir que CCI Nouvelle-Aquitaine ou la Chambre de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine conventionne également, s'engage à conventionner tous les stages que les élèves auraient envie de faire pendant les vacances scolaires. Donc c'est très simple, vous trouvez très facilement le lien dans tous les départements en demandant CCI Nouvelle-Aquitaine, stage de découverte ou passe-métier. Ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est le passe-métier qui existe dans les 3 consulaires. Et CCI également Nouvelle-Aquitaine, passe-métier ou stage de découverte. Et on trouve la personne référente pour tous les départements, donc c'est très simple. Et donc voilà, et le stage, comme disait la collègue, c'est vraiment, ça booste énormément. Premièrement, la connaissance des métiers, mais deuxièmement, la connaissance de soi, puisqu'on parlait aussi de ça. Troisièmement, la confiance en soi. Enfin, le stage est quand même intéressant, parce que
tous eu plus ou moins parfois des retours de stage où malheureusement le jeune est coincé sur une chaise et puis il attend que ça se passe en fait. Mais c'est pas votre faute. Un stage d'observation. Oui, un stage d'observation. Oui. Alors là, on n'est plus forcément dans un stage d'initiation, de découverte. Ça peut durer plusieurs jours. C'est maximum 5 jours. Hein. On peut découvrir un même métier dans 2 entreprises ou plusieurs métiers dans une entreprise. Tu vois, il y a un objectif comme ça. Donc, moi, pour avoir vu beaucoup de jeunes, c'est quand même assez rare qu'ils reviennent dépités de leur stage. Et si c'est dépité, on leur propose d'en faire un plus sympa après, parce que ça apporte vraiment beaucoup à un jeune. Ouais. Ils ont déjà amorcé d'ailleurs cette recherche eux-mêmes pour rebondir sur le point de confiance en soi. Alors, pour revenir sur le point de confiance en soi, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment encore parlé. Si tu veux, on parle depuis le début de choisir, parce que le jeune, il doit choisir des spécialités, il doit choisir un bac, il doit choisir du post-bac, il doit choisir. Mais ces choix, c'est pas comme tous les choix dans la vie. Je veux choisir un vélo, je le ramène chez moi. Ce choix, c'est un choix où il va entreprendre, où il va se lancer dans quelque chose qu'il va réaliser. C'est plus une entreprise, ce choix. Et on sait que pour entreprendre, avoir envie de ça avec de l'ambition, avec être assez hardi, sortir de sa zone, pour entreprendre, et on fait ça toute la vie. Toute la vie, elle consiste à faire des choix. Tiens, moi, je vais faire ça l'année prochaine. Tiens, moi, je vais en vacances, je vais faire le tour du monde. Enfin, je veux dire, la vie humaine, elle consiste à faire à entreprendre des choses, le tour des du projets. monde, en ce moment, c'est plus difficile, mais voilà. Le tour de Nouvelle-Aquitaine, déjà, c'est pas mal. En tout cas, on peut le préparer pour la fin du Covid. Et donc, le vrai moteur de toutes ces décisions, le vrai moteur, c'est ce que nous, on appelle en langage courant la confiance en soi, mais ce que scientifiquement les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. Tu choisis pas de faire quelque chose, tu t'engages pas quelque part, si tu n'as pas une petite voix, même que tu l'entends pas, qui te dit... Vas-y donc, fais ça, invite 30 personnes pour ton année, fais le tour du monde, construis un abri dans ton jardin, va en prépa si tu ne crois pas que tu vas peut-être le réussir. Et cette confiance en soi, donc, elle est à la limite plus importante que les compétences qui vont nous permettre de réussir. Parce que non seulement elle va te permettre de réussir, mais aussi cette confiance en soi, elle va te permettre de choisir, de décider d'y aller, de t'y engager. Et c'est compliqué quand les élèves savent, quand elle est un petit peu amoindrie, parce qu'on a des expériences un peu désagréables autour de ça, quand elle est amoindrie, il s'agit de faire vraiment attention à ça. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment travailler, les collègues le font, mais travailler là-dessus avec les élèves pour remuscler cette confiance, ce sentiment d'efficacité personnelle. D'abord, le jeune, il peut réfléchir. Est-ce que moi, j'ai l'impression que je vais réussir le soir quand je commence ma version d'anglais ? Oui. Mais quand je commence mon devoir de physique, là, je le sens pas. C'est parce qu'on n'a pas un sentiment, une confiance dans la physique. Donc, elle est parcellaire. On peut avoir confiance en soi là. Et à ne pas confondre avec l'estime de soi. Oui. Quelqu'un peut avoir une mauvaise estime de soi, ne pas s'aimer beaucoup, voilà. Hein, mais il a l'impression quand même qu'il va réussir, qu'il sait faire. En ses capacités, oui, une confiance en ses capacités. Et inversement. Et ça peut être parcellaire. Mais n'empêche que si on est musclé dans la confiance, dans le sentiment d'efficacité personnelle, la confiance en soi, on fera des choix ambitieux, on fera des choix nombreux, on ira vers quelque chose qui nous colle mieux à nous. Et donc, c'est vraiment important. Alors, comment faire, peut-être la question qu'on pourrait dire aux jeunes, comment faire pour muscler cette confiance, notre confiance en soi. D'abord, on pense tous les moyens sont bons. Allons-y sur la méditation, la cohérence cardiaque, sur la créativité, des choses comme ça. Tous les moyens sont bons. C'est vrai, chacun trouve son moyen. Mais puisqu'on est dans notre domaine, là, pour revenir à notre champ, là, dans notre domaine d'orientation, eh bien, allez parler de vos projets, de votre projet, à des personnes qui croient en vous. Des amis, peut-être un professeur, peut-être quelqu'un de votre famille, des personnes qui croient en vous. Votre projet, il va évoluer, vous allez en parler, donc ça, mise en parole, mais aussi l'écoute de quelqu'un qui croit en vous. Et si les parents nous écoutent, je profite pour leur dire, croyez dans vos enfants et soutenez-les, et ça va leur faire un carburant énorme. Alors voilà, allez parler. Je dirais après aussi,
faites des stages, mettez-vous en action, même des stages, on n'a aucune idée de quoi on va faire, mais on va faire un stage là. Et comme ça, on se sentira quand même et on aura la confiance reboostée. Hein, donc c'est des exemples pour travailler sur sa confiance en soi, quoi, après qu'on y a un petit peu réfléchi. Il y a à la fois le côté psychologie et en même temps le côté très pragmatique dont on parlait, avec des outils, avec des discussions. C'est ça aussi. Oui. On ne peut pas isoler en fait peut-être ce côté psychologique au reste du package. Voilà, tout se répond, tout est un petit peu emmêlé. Et quelque chose qu'on peut ajouter aussi, qui booste bien la confiance en soi, c'est quand on voit des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire nos aînés, juste 1 an de plus, 2 ans de plus, ils sont en train de faire prépa, ils sont en train de faire les études de médecine, on va les rencontrer. En premier, on fait des immersions. Et on voit des gens comme nous qui nous ressemblent et qui sont en train de le faire. Et ça booste la confiance. Chantal ? Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Catherine, parce qu'on a organisé un forum de l'orientation dans notre établissement pour les premières et les terminales. Et donc, l'objectif, c'était de faire revenir des anciens élèves pour que eux parlent de leur formation, de la démarche qu'ils avaient eue, comment ça leur était venu, cette idée d'école, de licence, enfin bon, voilà, comment ils avaient réussi leur orientation aussi, et comment ils vivaient, alors en plus, en ce moment, dans une situation quand même très particulière. Et effectivement, il n'y a rien de tel qu'un discours d'élève vers un autre élève pour expliquer ça. Je veux dire, ça a bien plus de portée que tout ce qu'on pourra dire à un... Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein, ils le reçoivent de façon très positive et ils prennent beaucoup les discours de leur père, quoi. Oui, c'est un petit peu... De toute façon, on va voir sur ces 3 jours, et on le verra, je crois, mercredi. On a écouté aussi, et les professionnels et les jeunes, qui nous disent aussi ça, que rencontrer des pairs, on a une expérience quand même à travers les Olympiades des métiers, où voir la réalité des métiers exercés par des jeunes de 20 ans à 50 cm de vos yeux, tout à coup déclenche parfois, à un moment donné, un désir d'aller vers ce métier-là. Voilà. Alors après, pour aller faire un diplôme qui soit un bac moins, un bac plus, j'ai envie de dire, peu importe, c'est pas ça. C'est un déclencheur à un moment donné. Vous parliez de déclic, Fabienne, je crois que c'est tout à fait vrai. Et donc, on souhaite, sur une action au long cours, mettre en place des choses qu'on appelait ambassadeurs métiers, mais qui seront aussi des ambassadeurs formation ou des ambassadeurs étudiants ou des ambassadeurs de ce que vous voulez, en tous les cas, qui pourront venir témoigner dans les écoles et auprès de ces jeunes, en numérique ou pas, en présentiel, pour partager cette expérience. Et puis moi, il y a vraiment une chose que je retiens dans le discours qui a été porté par Catherine, c'est la première chose, c'est se faire confiance en soi et s'entourer de gens qui croient en vous. Quand on a quelque chose de positif, quand on a un souffle qui vous porte dans ce qu'on veut faire, voilà, peu importe ce que vont vous dire un tel ou un tel, voilà, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. C'est les notes scolaires, c'est s'y engager, mais par contre, c'est aussi se faire confiance et avancer par rapport à cette volonté. Donc voilà, enfin, je pense qu'on va sur cette séquence au fur et à mesure découvrir un certain nombre d'outils, de leviers pour ça, et puis surtout pour rappeler une chose, c'est qu'il y a des choix en seconde, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire des choix, ils seront ce qu'ils sont, on va continuer à cheminer et on va surtout continuer à pouvoir œuvrer vers des parcours de la réussite. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'autant que tout ne se joue pas en seconde, tout ne se joue pas au lycée. Il est possible, donc n'ayez pas peur d'oser, de réaliser vos envies, parce qu'il est possible de bifurquer, il est possible, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que c'est toujours positif. Moi, c'est vrai que je suis en coaching bénévole des élèves de Bac Pro qui souhaitent aller vers l'enseignement supérieur, mais qui souhaitent se réorienter. Et j'ai le cas dernièrement d'une élève en Bac Pro service à la personne, qui est passionné de photos, qui est bien dans sa formation, mais qui ne se projette pas en fait dans une poursuite d'études dans ce secteur-là. Et cette élève, en fait, elle ne s'autorisait pas à aller vers des études artistiques, vers des études sur l'audiovisuel, sur la photographie. Et finalement, quand elle m'a présenté un petit peu les portraits qu'elle réalisait en EHPAD, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était saisissant
sentiment d'authenticité. Finalement, elle savait saisir l'instant de vie. Et je l'ai amené progressivement à faire une passerelle en se disant oui, mais c'est parce que tu as développé donc l'empathie, parce que tu as développé la bienveillance que tu sais saisir un petit peu ces instants présents. Et finalement, c'est important, comme disait Catherine, c'est vrai, c'est de rencontrer des gens bienveillants, des gens qui croient en vos rêves et qui vous disent mais allez-y, parce que si vous ne tentez pas, si vous tentez, vous ne le regretterez pas. Et cet élève, donc c'est important aussi à l'ONICEP, on essaie d'hybrider. Par exemple, quand on envoie, quand on a un kit comme ça pour photographier, pour mettre les métiers en images, eh bien, c'est vrai que les élèves, on leur apprend à faire des gros plans, des plans américains, etc. Parce que s'ils ne s'intéressent pas au métier lui-même, ils pourront, grâce à de nouvelles techniques hybrides, justement, digitales ou numériques, poursuivre leur investigation vers d'autres métiers. Et cette élève, donc elle s'inscrit sur Parcoursup et finalement, elle s'est finalement autorisée donc à des choix sélectifs, hein, de DNMA, de BTS, etc. Et elle avait un gros handicap, en fait, elle trouvait qu'elle avait un handicap, c'était les problèmes d'orthographe. C'est vrai qu'elle s'était bourrée de fautes. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais fais un book sonore. Et finalement, pour faire un book sonore, il faut savoir scénariser une histoire, raconter son récit. Et donc, finalement, on voit bien quand on booste la motivation, finalement, on arrive à dépasser les obstacles. Et alors là, dernièrement, justement, c'était hier, elle m'a présenté son book, et ça commence comme ça. Donc, elle se filme endormie. Enfin, elle fait une photo où elle est endormie sur son lit, et elle dit « Je me suis endormie avec un rêve ». Et le deuxième cliché, c'est on voit son visage apparaître dans un objectif. Et elle dit « Je me suis réveillée avec un objectif ». Et je trouve que ça révèle toute la force, en fait, de la motivation. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Vous l'aurez compris, chers étudiants, faites-vous confiance. Si jamais vous avez des questions ou vous le rappelle, que ce soit étudiants ou parents, vous avez un numéro de téléphone pour nous appeler, pour poser justement votre question, puisqu'on se retrouvera à 19h15 pour récupérer ces questions et y répondre. Le numéro s'affiche sur votre écran, 05 57 57 73 73. Merci encore à toutes et à tous pour cette émission et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission sur la vie sociale. À tout à l'heure.